tous. Donc, comme cela vient d'être évoqué, je m'appelle Marie-Mine Herbé, je travaille à la Bibliothèque universitaire de Lyon 3, qui est une université qui a une forte composante en droit notamment, et qui est un campus spécialisé en sciences humaines et sociales. Donc ça va être l'objet de mon intervention aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence sur la science ouverte. Et le but, c'est un peu d'avoir une intervention qui complète ce qui vient d'être dit ce matin. Donc on a plus abordé le volet publication, d'accord, que ce soit à travers la stratégie de non-cession des droits d'auteur ou à travers l'archive ouverte HAL. Moi, je vais vous parler du deuxième pendant, on va dire, de la science ouverte, qui est celui des données. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de vous dévoiler presque en avant-première, parce que jusqu'alors, on n'avait pas vraiment fait de conférence publique sur les résultats de l'étude qu'on a menée à Lyon 3 avec 2 autres établissements partenaires, sur le rapport que les chercheurs en SHS entretiennent vis-à-vis de leurs données. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, petit détour contextuel pour essayer de comprendre en fait de quoi il retourne et essayer de caractériser dans un premier temps notre objet d'étude, à savoir l'ouverture des données. Donc ce qu'on entend souvent quand on parle des enjeux de sciences ouvertes ou quand on consulte la littérature scientifique sur la science ouverte, c'est que les données ont la réputation, l'ouverture des données a la réputation finalement d'être plus tardive que l'ouverture des publications. C'est à la fois vrai et faux parce que ce qu'on constate, c'est que dès le début des années 2000, là je vous signale notamment la déclaration de Berlin qui fait partie des textes fondateurs pour justement poser voilà, les premiers jalons sur les enjeux de la science ouverte. Dès 2003, donc il y a 20 ans, dans les premiers textes qui émergent, on se rend compte que les données de recherche, donc là qualifiées de résultats originaux, données brutes et métadonnées, font déjà partie du périmètre des matériaux scientifiques qui mériteraient de faire partie du libre accès. D'accord ? En revanche, ce qui s'est passé, et ça c'est une réalité, c'est que l'ouverture des publications a été mise en œuvre beaucoup plus vite que l'ouverture des données. Alors, le contexte a été posé dans un premier temps au niveau européen. Je reviendrai dans un deuxième temps sur la loi de 2016, mais il faut savoir que cette loi de 2016, finalement, elle intervient 4 ans après une recommandation de la Commission européenne qui, elle, n'a pas de force juridique contraignante, mais qui a le mérite quand même de poser déjà le débat sur l'ouverture des données et sur les raisons pour lesquelles et les arguments qui motivent cette ouverture. Donc ce que nous dit le texte à l'époque, c'est une série de 4 arguments qui, à mon sens, résument très bien les enjeux dont on parle aujourd'hui, à savoir que le libre accès aux données de la recherche améliore la qualité des données. Donc le fait en fait d'ouvrir et de documenter pour d'autres, on estime que ça permet d'améliorer la qualité des données et de lutter contre ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui la crise de la reproductibilité. Crise de la reproductibilité qui n'a pas la même résonance en SHS, et je reviendrai sur cet aspect dans un deuxième temps. Réduit le besoin de duplication des efforts de recherche. Donc là, c'est un argument pragmatique, mais qui s'entend bien, c'est-à-dire ne pas reproduire ce qui a déjà été fait ailleurs, que ce soit des résultats négatifs, dont on parlera cet après-midi, ou des résultats positifs, et pouvoir réutiliser et optimiser les projets de recherche qui ont déjà été menés par le passé, en capitalisant sur ce qui a déjà été mené, donc dans une logique un peu cumulative de la science. Du coup, accélère le progrès scientifique en ayant une meilleure circulation des connaissances et contribue à la lutte contre la fraude scientifique. Donc le fait de pouvoir reconstituer tout le cheminement du chercheur, son raisonnement, ça permet également de voir si les données ont été triturées, forcées pour obtenir un résultat positif ou pas. Voilà. Donc là, simplement, je vous résume les termes du débat qui sont complétés de plus en plus par une dimension économique. C'est-à-dire que quand on lit les textes au niveau européen qui sont négociés par les États, et ce que porte aussi la Commission européenne comme discours, c'est un discours assez libéral où on considère que la science ouverte et notamment l'ouverture des données sont un levier de croissance économique. Donc si demain les entreprises, les acteurs privés peuvent se saisir des données de recherche qui sont produites dans le secteur public, on estime que ça peut susciter des innovations et favoriser le progrès économique. Donc l'accès aux données de recherche, c'est à la fois, c'est un enjeu protéiforme, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est à la fois ouvrir pour les autres, mais aussi archiver pour soi. Donc c'est toute une série d'enjeux qui sont donc abordés au niveau européen et national à travers des textes,
Là, je vous ai mis dans cette petite frise chronologique très succincte et qui n'est pas exhaustive, hein, mais j'ai pas voulu non plus complètement alourdir ma présentation et le but, c'est pas de vous faire l'historiographie de la science ouverte sur les données, voilà. Donc simplement, je vous ai résumé les principaux jalons selon moi. En bleu, les initiatives européennes qui ont ancré certaines avancées sur lesquelles je vais revenir, et en gris, les initiatives françaises. D'accord ? Donc là, 2012, la recommandation de la Commission européenne sur l'accès à l'information scientifique, je viens d'en parler. 2016, un jalon important avec la loi pour une république numérique qui, dans son article 30, donc on en a parlé tout à l'heure à travers le volet publication, mais l'article 30 comprend également 2 alinéas qui portent sur l'ouverture des données, à savoir qui ancre le principe de libre réutilisation des données de recherche lorsque le projet est financé pour moitié par des fonds publics, et qui ancre aussi le fait que les éditeurs ne peuvent s'opposer à ce principe. Donc c'est un texte juridique qui a quand même une valeur assez forte, mais qui a le défaut de ne pas définir l'objet sur lequel elle porte, à savoir les données de recherche. D'accord ? Donc on dit qu'on ouvre les données de recherche, mais sans les définir. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait débat, notamment en SHS. La directive de 2019 sur l'open data corrige un peu la loi de 2016 quelque part, parce qu'elle définit ce qu'est une donnée de recherche. Et je reviendrai sur la définition dans un deuxième temps. Et puis, elle instaure vraiment noir sur blanc le principe d'ouverture par défaut des données et le fait d'aller vers ce qu'on appelle une férisation des données, donc qui est un acronyme qui finalement permet de donner, on va dire, une grille quasiment d'évaluation de la qualité du jeu de données pour savoir s'il est facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Les PNSO, donc les plans nationaux pour la science ouverte, il y a eu une première version en 2018, complétée en 2021, on en a parlé tout à l'heure, et qui comprend un volet non négligeable sur les données, sur l'aspect structuration des données et ouverture des données. Le deuxième PNSO axe vraiment, enfin je trouve qu'il y a un accent qui est mis sur les données dans la mesure où il élargit le périmètre au code source et logiciel. Il crée aussi Recherche DataGouv, l'entrepôt de données national dont vous avez entendu parler, qui a été lancé officiellement en juillet dernier. Il aborde également un volet sur les résultats négatifs, problématique qui commence à monter en puissance. Résultats négatifs, donc c'est-à-dire les expériences infructueuses, notamment dans le domaine de la santé. Voilà. Et puis, ce qui a été fait au niveau français aussi et qui contribue à des avancées sur la structuration et l'ouverture des données, c'est les PGD, donc les plans de gestion de données, où là, l'ANR a emboîté le pas à des initiatives qui avaient été prises précédemment au niveau européen ou au niveau britannique. La Grande-Bretagne était beaucoup plus en avance que nous sur les plans de gestion de données, notamment. Donc, introduction des plans de gestion de données par l'ANR en 2019, qui deviennent un vrai livrable, en fait, pour les chercheurs qui sont lauréats de ce type d'appel à projet. Et puis, le décret de 2021, fin 2021, sur l'intégrité scientifique, qui a vocation à généraliser les plans de gestion de données. Qu'on émarge sur des financements ANR ou européens, peu importe. Le but, c'est que chaque établissement de l'ESR, à son échelle, se dote de bonnes pratiques, voire d'un modèle de plan de gestion de données. On n'y est pas du tout aujourd'hui, hein. Mais peut-être un jour. Alors, ce que je vous disais à l'instant, c'est que donc, dans mon université, on a souhaité faire un état des lieux en SHS. Donc là, on a une approche volontairement disciplinaire pour mieux comprendre donc, ce contexte de montée en puissance de la problématique des données et qui était un contexte plus orienté vers les sciences dures. Donc, c'est-à-dire que le concept de données faire, il est né dans une communauté plus de chercheurs en biologie, notamment en génomique. Donc comment ces problématiques-là sont articulées avec les SHS? Est-ce qu'elles y trouvent leur place ou pas? Si elles n'y trouvent pas leur place, comment peut-on les accompagner? Et donc le but, ça a été de mener cette enquête qui vise à dresser un état des lieux avec des établissements partenaires en SHS également. Donc l'Université de Lyon 2 et puis la MSH Lyon-Saint-Étienne. Voilà. Cette enquête comprenait 2 volets. Un volet quantitatif à travers un questionnaire qui a été diffusé auprès de nos unités de recherche et un volet qualitatif où on a mené des entretiens avec les chercheurs. Alors à l'époque, je n'étais pas encore à Lyon 3, donc c'est les collègues qui m'ont précédé qui ont mené ces entretiens et il y a eu à peu près une dizaine d'entretiens de menés par établissement, donc soit une trentaine en tout, voilà, pour compléter la partie quanti.
Au niveau des participants à cette enquête, on a pu obtenir 264 réponses complètes exploitables. On a eu beaucoup plus, mais qui étaient incomplètes. Donc on a fait le choix de ne retenir que les réponses complètes. Avec une majorité de chercheurs, mais c'est normal parce que c'était la cible principale de notre enquête. Donc 70% de chercheurs y ont répondu. 66 doctorants et 17 personnels d'appui à la recherche qui travaillent dans les labos. Voilà. Alors, la première étape à travers cette enquête, ça a été de caractériser les données de recherche, c'est-à-dire essayer de comprendre quel type de données nos chercheurs en sciences humaines et sociales produisent, collectent ou réutilisent. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la directive de 2019, directive européenne qui porte sur l'open data et qui a le mérite de tenter d'introduire un début de définition sur ce qui est une donnée de recherche. Donc, que nous dit la directive européenne? La directive nous dit que les données sont des documents qui se présentent sous forme numérique. C'est mis en gras parce qu'en SHS, vous allez voir que les chercheurs ne se reconnaissent pas forcément dans des données dites numériques et qu'ils ont encore des habitudes de travail sur le papier. Donc, documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants. Éléments probants dans le processus de recherche ou dans la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider les résultats de recherche. Donc là, on voit que la dimension probatoire, en fait, le fait de faire preuve, c'est quelque chose qui est très saillant dans la manière dont on approche les données de recherche. Alors, là, je vous ai mis dans ce petit schéma des exemples de données qui nous ont été remontées par les chercheurs. Donc, dans la question, nous, on avait fait figurer des grandes catégories de données canoniques, données d'observation, données expérimentales, etc. Et on proposait aussi aux chercheurs de nous faire remonter, dans un texte de champ libre, les types de données principaux qu'ils produisaient. Donc, parfois, on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'en langue littérature, le fait d'avoir des corpus de texte, on s'en doutait un peu. Après, c'est plus l'exploitation qui en est faite qui peut être intéressante pour voir si les chercheurs en question utilisent des outils numériques, typiquement la fouille automatique de texte, pour exploiter ces corpus, ou est-ce qu'ils travaillent encore à l'ancienne, avec un corpus réduit, un auteur sur une période bien définie. Voilà. Que voit-on? C'est que, par exemple, en sociologie, en anthropologie, mais c'est aussi le cas en géographie, ce que je vous disais tout à l'heure avec, au niveau européen, une dimension restrictive de la notion de données qui la cantonne à des données sous forme numérique. Là, en SHS, dans les disciplines que je viens de citer, on travaille encore beaucoup sur le terrain avec un carnet, un crayon et des notes. Et ça, typiquement, est-ce qu'on associe ça à des données ou pas? Ce qu'on voit aussi en géographie, c'est que c'est l'une des rares disciplines en SHS où les données produites sont à mi-chemin entre les sciences exactes et les sciences humaines. Donc les géographes nous disent, nous, on utilise des images satellites, des données de géolocalisation, des sédiments, analyse de macro-restes végétaux, c'est très très diversifié, vous voyez, par rapport à une discipline comme langue littérature, où là, on est vraiment sur un type de données prépondérant. Que voit-on encore en droit, notamment, discipline reine de mon université, donc c'était important qu'on puisse aussi mieux cerner les pratiques des chercheurs en droit. Quand on leur demande quel type de données ils utilisent ou ils produisent, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Articles, chroniques, notes d'arrêt, commentaires de jurisprudence et de loi. Donc là, en fait, ce qu'ils citent, finalement, c'est plus les sources secondaires du droit, voire des publications scientifiques, mais pas des données, au sens où on l'entend initialement. Donc là, c'est pour ça qu'au centre du schéma, vous voyez, j'ai mis données, point d'interrogation, parce que même dans l'esprit du chercheur, c'est quelque chose qui est parfois très confusant, pour utiliser un anglicisme. Et puis, que dire d'autre? En gestion notamment, alors les chercheurs en sciences de gestion ont attiré mon attention parce qu'eux nous ont dit, petite proportion d'entre eux nous ont dit, nous on a des données expérimentales. Je dis, ah bon, des données expérimentales en gestion? Et en fait, effectivement, ils peuvent être amenés dans le cadre de certains projets à mettre en place des mises en situation. Ce qui qualifie de mise en situation. Donc, confronter une théorie du management à une organisation dans une entreprise. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour les sciences de gestion, les données expérimentales font partie du périmètre des données qu'ils produisent. Donc, il y a des choses qu'on apprend. Voilà. Intéressant. Alors,
Ensuite, alors là, je vais compléter cette partie par des éléments qui ressortent de nos échanges avec les chercheurs, donc plus la partie qualitative de notre enquête. Alors, premier constat, c'est qu'on a fait une enquête sur un objet qui finalement n'en est pas un pour certains chercheurs en SHS, c'est-à-dire que certains chercheurs nous disent, tout en ayant répondu à l'enquête, parfois on a l'impression qu'on n'a pas de données. Donc une chercheuse en philosophie qui nous a dit ça notamment. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se retrouver aussi en sciences dures, en mathématiques notamment, où la notion de données peut être aussi abstraite, pas très tangible. Voilà. Je vois Philippot qui opine du chef, donc on pourra en parler après. Autre distinction à faire, et ça les SHS le martèlent beaucoup, c'est la distinction avec l'approche en sciences dures. Donc ça, ils nous l'ont redit à maintes reprises. Et là, j'ai l'exemple de cette citation d'une chercheuse en droit de l'immobilier. Il ne s'agit pas de reprendre comme en sciences dures les résultats ou travaux qui appartiennent au laboratoire. Ce n'est pas du tout le cas en droit. Donc on voit que les approches sont différentes, peut-être moins basées sur une logique collective, où on va capitaliser sur l'existant, reproduire des expériences qui ont déjà été faites pour ensuite en dériver d'autres hypothèses. Ils disent, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Ce n'est pas notre monde. Et puis, troisième point aussi, quand on demande à un chercheur, donc ça c'est un extrait d'un entretien avec un chercheur en sciences de gestion de Lyon 3, on lui a demandé, mais vous, quelles sont les données qui sont vraiment fondamentales et auxquelles vous devez absolument avoir accès pour pouvoir mener vos travaux? Que nous répond ce chercheur? Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir accès à des références normatives, donc là, les sources du droit, des revues, ici Kern, I3E, et des thèses. Donc là encore, on est sur le versant publication, pas sur le versant données où on l'entend. Ensuite, on a également essayé de confronter le rapport entretenu entre les chercheurs, leurs pratiques, et les injonctions qui sont formulées au niveau national ou européen en termes d'ouverture des données ou de gestion, de bonne gestion des données. Donc là, vous avez un extrait du Plan national pour la science ouverte où il est question de mettre en œuvre l'obligation de diffusion des données de recherche financées sur fonds publics et puis également promouvoir l'adoption d'une politique des données conforme aux critères FAIR que j'ai énoncés tout à l'heure. Alors, que voit-on dans les résultats à la question portant sur le partage des données en ligne? Le nombre de répondants ayant déjà partagé leurs données en ligne, on a seulement finalement 17 sur les 260 qui ont répondu, qui affirment partager régulièrement leurs données. Donc c'est très faible, c'est moins de 7%. Et les 3/4 des chercheurs qui ne l'ont jamais fait. Donc voilà. Ça permet de mettre en regard aussi où se situe le curseur par rapport à l'ambition nationale, qui est très élevée, et la pratique des chercheurs en SHS, qui n'est pas au quotidien de diffuser ces données, quand ils arrivent à identifier qu'ils ont des données. Autre élément également, sur l'archivage. Donc là, on est plus dans une logique où on n'est pas forcément sur de l'ouverture pour que des personnes tierces puissent réutiliser nos données. On est plus sur de l'archivage de données dites froides, c'est-à-dire pas des données courantes qu'on utilise au quotidien, mais des données qui peuvent servir ultérieurement et qui font référence. Quelle est la part des chercheurs qui pratiquent, qui ont une politique d'archivage de leurs données? Là, on voit encore une fois 70% des chercheurs qui n'ont pas de pratique d'archivage de leurs données dites froides. Voilà. Et ça s'explique en partie par le fait que très peu des unités de recherche qu'on a consultées ont adopté en interne elles-mêmes de politiques d'archivage. Seulement 10% des répondants nous ont dit « Moi, dans mon labo, il y a une vraie politique d'archivage qui est structurée. » Donc, ce qui peut expliquer aussi ce résultat. Alors, pour la partie des chercheurs quand même si elle est minoritaire, dans la cohorte de répondants qu'on a eu, pour la partie des chercheurs qui diffusent leurs données, on s'est intéressé également au fait de savoir quel était le support, le réceptacle en fait de ces données. Où est-ce qu'ils les diffusent? Alors là, c'est intéressant. Donc vous voyez que le canal qui est le plus fréquemment utilisé, c'est l'archive ouverte. Donc on vient d'en parler avec HAL. Et vous allez peut-être confirmer, je ne sais pas, mais certains chercheurs nous ont dit qu'ils diffusaient leurs données dans HAL. En fait, il y a un champ qui permet d'associer des données, de mettre l'URL des données déposées ailleurs quand on a une publication. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une pratique, vous voyez, qui émerge bien. Alors,
pourquoi pas? Elle n'avait peut-être pas été conçue au départ pour accueillir des données, donc ça a été un développement lié à la pratique aussi. Le voilà. Medial peut être considéré comme un archi ouvert de données. Medial, oui. avec les iconographies et la vidéo, si on considère que les images et la vidéo sont des données. Ouais. Ok. Ça peut être un canal. Ok. Donc là, on se dit, bon, plutôt pas mal. Une infrastructure potentiellement publique, avec une politique aussi qui permet de garantir la pérennité. Pourquoi pas? Quand on regarde dans le détail, on voit qu'en rang 2 figure le site dédié au projet de recherche. Là, déjà, on se dit, en termes de pérennité, c'est plus aléatoire. Si l'équipe projet se dissout, que les gens se fâchent, que le nom de domaine n'est pas renouvelé, je ne sais pas, quid de l'avenir des données qui ont été déposées sur le site adossé au projet? Ça, je trouve qu'un projet, ça a un début, ça a une fin. Voilà. Et puis, si on cumule le nombre de réponses liées donc, au site dédié au projet de recherche avec ce qui nous est dit un petit peu plus bas, blog, site personnel, site ou blog de votre unité de recherche finalement, et puis réseau social de chercheurs type ResearchGate, Academia, où on n'a pas non plus de garantie de pérennité. Demain, les porteurs de cette plateforme peuvent décider de fermer complètement l'accès à ces données, ou alors il y a des problèmes de violation de copyright qui font que voilà, l'accès n'est pas garanti. Et on se rend compte que ces réponses cumulées vont finalement excéder le nombre de réponses liées au dépôt dans les archives ouvertes. Donc finalement, voilà, le tableau est peut-être moins brillant que ce qu'on pensait. Et puis, les entrepôts de données, qui sont très nombreux, puisque sur la plateforme Earth3 Data, que certains connaissent peut-être, on recense à peu près 2500 entrepôts de données à l'échelle internationale. On voit que l'offre est pléthorique, mais que la pratique montre que c'est quelque chose d'encore très sous-utilisé par les chercheurs. Voilà. Ce qui est également intéressant de creuser, d'explorer, c'est de comprendre pourquoi les 3/4 des chercheurs qui ont répondu et qui nous ont dit « moi, je ne diffuse pas mes données », les motifs de non-diffusion. Voilà. Alors très souvent dans les enquêtes que j'ai pu lire ailleurs dans la littérature scientifique, notamment en sciences dures, ce qui revient en premier lieu, c'est « je n'ai pas le temps ». Ça, et je pense que le chercheur en sciences dures se rend compte aussi du travail de documentation qu'il va falloir effectuer pour pouvoir assurer la réutilisation dans de bonnes conditions par des personnes extérieures. Et surtout, par exemple, s'il faut documenter le code, c'est des choses qui peuvent être très, très chronophages. Donc souvent, c'est le motif qui revient en premier. Nous, c'est pas ce qui est apparu. Donc ça a été un motif d'étonnement aussi. Première raison, c'est je n'en vois pas l'intérêt. Donc là, au moins, c'est clair. Là, voilà, je n'en vois pas l'intérêt. Donc entre eux, je ne produis pas de données et du coup, je n'en vois pas l'intérêt. Ça peut aussi se concevoir. En revanche, alors, un chercheur, pour illustrer, je n'en vois pas l'intérêt, en économie, à l'issue des entretiens qu'on a pu mener, un chercheur en économie, moi ça m'a étonnée parce que je pensais que l'économie faisait partie des disciplines potentiellement où on allait essayer de construire des méta-analyses dans le temps, mais lui nous dit, en économie, je vois très exceptionnellement des gens qui vont rechercher des vieilles données et qui refont des analyses dessus, donc l'intérêt, il n'est pas évident. Ce qu'on constate aussi, c'est que les motifs qui sont invoqués dans une proportion un peu moindre, je n'y avais pas pensé, je ne sais pas si j'en ai le droit, je ne sais pas faire, et je ne savais pas que c'était possible. Là, c'est intéressant, pour nous, bibliothèques notamment, parce qu'on se dit, là, il y a peut-être de l'information et de l'accompagnement à apporter pour essayer de faire basculer ces gens qui sont dans la non-diffusion vers la diffusion. Voilà. Ensuite, on a, donc tout à l'heure, j'ai évoqué parmi les grandes étapes qui ont jalonné les politiques d'ouverture des données, l'adoption d'un modèle de plan de gestion de données par l'ANR. D'accord ? Donc, on a aussi voulu sonder les répondants pour savoir si le PGD faisait partie des exercices auxquels ils s'étaient livrés ou frottés. Et là, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que seulement 15% de nos répondants, donc 40 sur 264, ont été amenés à réaliser un PGD. C'est faible, mais en même temps, ça correspond à peu près à la proportion qui était annoncée dans une étude de l'UGA, de l'Université de Grenoble, sur, pareil, l'ouverture des données et la gestion des données. Donc, c'est pas étonnant parce que pour pouvoir finalement rédiger un PGD, il faut avoir, à l'heure actuelle, hein, les chercheurs, on ne rédige pas des PGD de manière spontanée, ils le font souvent parce qu'ils y sont contraints par un financeur. Donc, ça veut dire qu'il faut que le labo émarge sur des financements qui sont conditionnés par la réalisation d'un PGD. Donc, ça peut expliquer aussi cette faible proportion.
On a là encore, ce qui est intéressant, c'est que le PGD fait émerger des débats. On a d'un côté les chercheurs qui commencent à s'y mettre et qui au début peut-être voient ça comme une contrainte, mais a posteriori se rendent compte que cet effort de planification, ça permet de se retrouver à terme avec des données accessibles et pas incomplètes. Donc c'est ce que nous dit cette chercheuse en anglais. Le PGD permet de planifier, de ne pas se retrouver avec des données qui manquent, telles qu'un corpus incomplet. Et inversement, on va avoir des chercheurs, là encore en philosophie, donc les philosophes qui nous disent souvent qu'ils n'ont pas de données d'ailleurs, avec les juristes. Alors, lui qui n'y va pas avec le dos de la cuillère et qui nous dit il y a un problème d'inadéquation entre le plan de gestion de données et la réalité concrète des disciplines, ce qui pose la question de l'utilité de ce travail et d'y consacrer autant de temps. Le PGD donne une impression de complication extrême pour dire des choses banales. Voilà. Donc on pourra, si vous voulez, ensuite réagir dessus, parce que je ne sais pas s'il y a des chercheurs en SHS dans la salle qui partagent ou pas ce point de vue, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais c'est ça qui est riche avec les entretiens qu'on a pu mener, c'est que les chercheurs nous ont dit vraiment ce qu'ils pensaient. Voilà. Autre aspect intéressant, c'est qu'au niveau de la chaîne de traitement des données, ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée, depuis la création, le fait de générer un jeu de données jusqu'à sa diffusion et son archivage, il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans cette chaîne, dont le délégué à la protection des données. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en 2016, il y avait cette fameuse loi pour une république numérique avec son article 30, et la même année, adoption au niveau européen du RGPD, Règlement général à la protection des données, qui crée ensuite la fonction de DPD, délégué à la protection des données. Et donc on voit bien qu'on a deux mouvements qui s'opposent, comme deux pôles finalement qui s'opposent. D'un côté, l'ouverture des données, loi de 2016, de l'autre, protection des données, en l'occurrence des données personnelles. Mais ensuite, il y a beaucoup d'implications, notamment pour les chercheurs en SHS, qui doivent, au préalable, avant de faire un entretien, recueillir le consentement de la personne, etc. Donc, savez-vous ce qu'est un délégué à la protection des données? Là, on a une majorité de non. Voilà. 157 personnes sur 264 qui ignorent la fonction de DPD. Et donc, ça fait à peu près 60%. Connaissance de l'existence du pôle archive de l'établissement, là, c'est encore pire. C'est à peu près 80% de personnes, de répondants, qui ignorent l'existence du pôle archive de l'établissement. Donc ça, ce que ça révèle aussi, c'est que les chercheurs n'ont pas encore une vision exhaustive en fait, de tous les services qui peuvent être amenés à solliciter dans le cadre d'un projet où il y a des données à gérer. Et puis, troisième point, avez-vous du personnel dédié à la gestion des données au sein de votre labo? Donc là, une infime minorité, 20 personnes, qui nous disent oui, nous, on a bien identifié le personnel susceptible de nous aider. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une énorme zone grise avec beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà. Donc là encore, ça peut traduire plusieurs choses, que les données ne sont pas un sujet, que c'est un non-sujet dans les unités de recherche en SHS, que ce n'est pas un sujet qui a été identifié, ou alors qu'il n'y a pas de personnel dédié parce que c'est des petites unités de recherche où il n'y a pas forcément d'ingénieurs d'études ou de recherche appelés à intervenir sur ces problématiques. Et puis, le corollaire de ce que je viens de présenter, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que les données étaient énormément source de débat dans les labos en SHS. Alors, soit source de débat entre disciplines quand il y a des degrés de maturité très différents au regard de la gestion des données. Je pense à l'archéologie qui est beaucoup plus avancée que d'autres disciplines, mais également au sein des mêmes disciplines. Donc là, ce qu'on constate, donc là c'est les verbatims de deux chercheurs en littérature qui appartiennent au même laboratoire et qui ont une culture différente des données. Le premier qui nous dit, vous savez, le fonctionnement reste très artisanal en littérature, la littérature est comme déconnectée de ce qui se passe en humanité numérique. Versus un chercheur du même labo qui lui nous dit, ah bah les données c'est l'avenir, ça nous ouvre énormément de nouvelles perspectives de recherche. Demain, on ne va plus travailler sur un seul auteur, sur un petit corpus réduit de texte. On va utiliser le big data. Et ce n'est pas juste sur les nouvelles de Maupassant qu'on va travailler. On va travailler sur toutes les nouvelles qui ont été publiées pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Autre élément qui ressort, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure avec la protection des données, l'application du RGPD, c'est que
certains chercheurs, notamment en sociologie, perçoivent ces normes comme oppressantes. Et je pense que le mot n'est pas trop fort. Surtout quand ils se rendent compte que ça représente une entrave à la bonne conduite de leur projet de recherche. Et donc un chercheur en sociologie nous dit « Nous assistons à une bureaucratisation et un contrôle du travail d'enquête. Exit le travail sur des activités illégales ou officieuses comme je le fais. » Donc là, ça vient du fait qu'en amont, quand on veut par exemple réaliser une enquête auprès d'une personne qui là peut-être est impliquée dans des activités légales, donc je ne sais pas de quoi il ressort exactement, le fait de faire signer une décharge en disant oui, j'accepte que mes données soient utilisées à des fins de recherche publique, etc., ça peut être compliqué à obtenir dans des circonstances telles qu'elles sont décrites ici. Il y a d'autres cas qui ont été évoqués. Le fait qu'une chercheuse en psychologie menant une étude sur les maladies sexuellement transmissibles souhaite par exemple recueillir l'orientation sexuelle du répondant. Ça, c'est des variables qui étaient importantes pour elle dans son étude et qui ont été censurées par le DPO de son université. Voilà. Donc, d'où en fait cette espèce de réaction un peu épidermique des chercheurs qui finalement amalgament un peu la science ouverte à un blocage parce que dans le PGD, la partie 4, c'est ça, c'est la partie sur est-ce que vous avez bien déclaré les données sensibles auprès du DPD, est-ce que vous respectez bien les règles de déontologie, etc. Et inversement, une chercheuse en face qui nous dit non, au contraire, c'est un gage éthique qu'il y a un plan de gestion de données pour être bien sûr d'avoir recueilli le consentement des personnes, etc. Et puis, ce qu'on constate aussi en filigrane, c'est que pour certains chercheurs, et heureusement parce que sinon cette enquête aurait été vouée à l'échec, mais certains chercheurs nous disent si quand même il y a vraiment quelque chose à faire, un chercheur en géographie qui nous dit la réutilisation des données, lui, il parle plus de capitalisation. L'accompagnement pour la capitalisation des données est inexistant, alors que le potentiel est très important en géographie. Et un chercheur en sciences de gestion qui nous dit « Me construire une compétence sur les données sera bientôt vendable ». Donc là, dans l'optique où l'évaluation de la recherche, dont on a parlé ce matin, serait réformée pour valoriser les chercheurs qui vont vers de l'open data. Voilà. J'ai encore un peu de temps. Ouais. Donc, ce qui était important aussi pour nous au terme de cette enquête, c'était de mieux cerner les besoins des chercheurs, pour ceux en tout cas qui estiment avoir des données. Donc, ce qui émane en premier, le besoin qui a été exprimé en priorité, c'est de recevoir des conseils d'ordre général. Donc là, ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais en fait, ce que ça traduit quand même, c'est que les chercheurs sont très mal informés et que ne serait-ce qu'avoir un premier niveau d'information sur les enjeux actuels au regard des données de la recherche, ça leur sera utile. Voilà. En deuxième lieu, et là, c'est plus difficile de cerner vraiment ce que ça recouvre parce que ça peut être très large, ce qui a été cité, c'est une aide à la gestion informatique de mes données. Dans les verbatims des chercheurs, ce qui ressort, c'est très large. Ça peut aller de la préparation, de la structuration d'une base de données à la préservation d'un site qui a été créé à la faveur d'un projet de recherche. Ça peut être aidez-moi à avoir les bons protocoles de transmission des données quand un hôpital doit m'envoyer des données santé et que en fait, mon université n'est pas suffisamment outillée pour que je puisse recevoir ces données sensibles. Ça peut être avoir des serveurs qui ont un agrément spécial respectant certaines normes qualité pour pouvoir accueillir des données sensibles. Ça peut être plein de choses, l'aide à la gestion informatique des données. L'aide à la pérennisation des données, donc plus en lien avec l'archivage, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure avec des anecdotes de chercheurs qui ont perdu leurs données et qui s'en mordent les doigts. Et puis, ce qu'on a appris également à travers cet ordonnancement des besoins, et qui a été vraiment révélateur pour nous, c'est que ce qu'on croyait comme étant super prioritaire, à savoir la diffusion, l'aide juridique et surtout l'aide à la rédaction de plans de gestion de données, c'est ce qui ferme un peu la marche, c'est ce qui intervient dans un deuxième temps. Et ça peut éclairer quand même, je pense, la structuration, la définition des projets de services dans les bibliothèques sur l'accompagnement et la gestion des données, c'est-à-dire que se cantonner à l'aide à la rédaction de plans de gestion de données, c'est se couper de toute une partie des chercheurs qui auraient peut-être des besoins, mais qui ne sont pas exclusivement centrés sur les PGD.
Et puis, ce serait également s'adresser qu'à une minorité de chercheurs, c'est-à-dire les chercheurs qui émargent sur les financements pour lesquels il y a besoin de rédiger un PGD. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est aide à la citation des données d'autres chercheurs, ça, c'est vraiment anecdotique pour eux. Enfin, anecdotique. En tout cas, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être accompagnés là-dessus, soit parce qu'ils n'ont pas besoin de citer des données, des jeux de données dans leur publication, soit parce qu'ils estiment que citer un jeu de données, ça équivaut à citer une publi, et ils ne voient pas en quoi ils pourraient être accompagnés là-dessus. Voilà. Alors ensuite, la deuxième question sous-jacente, c'est sous quelle forme souhaite-t-il être accompagné? Ce qui ressort en premier, dans les grandes masses de réponses, c'est la documentation en ligne, notamment pour les conseils d'ordre général, documentation en ligne, c'est ce qu'ils nous disent. Et puis également l'assistance ponctuelle mais individuelle. Ils veulent vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire avoir des conseils en fonction d'un projet, d'un type de données, voilà, donc faire du à façon, ce qui n'est pas forcément facile. Et ce qui ressort de manière, on va dire, beaucoup plus faible, eh bien, ce sont les ateliers collectifs. Et effectivement, moi, pour avoir été dans une autre université où j'animais des ateliers sur les PGD, j'avais pas grand monde. Donc, ça aussi, ça peut aussi aider, je pense, les bibliothèques ou toutes les structures d'accompagnement des chercheurs sur la gestion des données à calibrer un petit peu leur offre. Après, les ateliers, faut pas complètement, les ateliers collectifs, il ne faut pas complètement les évincer, mais je pense que les thématiques, il faut quand même qu'elles puissent vraiment correspondre à un besoin et que le chercheur se sente concerné par le type de données dont il est question. Voilà. Je viens de parler de l'aide à la gestion informatique des données, et en fait, en miroir avec ce besoin-là, ce qui est ressorti également des réponses de notre enquête, c'est l'enjeu du stockage. Voilà, ce n'est pas l'enjeu de la diffusion des données. Ce qui est revenu de manière prépondérante, que ce soit dans la partie quantitative ou la partie qualitative, c'est l'enjeu du stockage, donc de l'infrastructure. Alors, ce qu'on voit en SHS, en tout cas dans les 3 établissements qui ont participé à l'enquête, c'est que la volumétrie des données stockées est plutôt modeste. On n'est pas en physique des particules, on n'est pas sur du pétaoctet, là, pas du tout. La plupart des répondants ont en gros des données qui sont stockées sur des espaces compris entre 0 et 100 gigas. Ceux qui ont plus d'un téra, ça correspond à un peu plus de 10% des répondants, 12% à peu près. Voilà. Et ça se reflète aussi dans la répartition disciplinaire. Ce qu'on constate, en fait, donc parmi les répondants, les historiens, archéologues, géographes ont beaucoup répondu, et c'est aussi cette communauté qui a le plus de données en termes volumétriques importantes. On le voit aussi un petit peu en langue et un peu en psychologie. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect volumétrie. Ce qui était intéressant aussi de pouvoir sonder, c'est comment stockent-ils leurs données. Donc, ils ont des données avec des volumes qui ne sont pas forcément hyper importants, mais comment les stockent-ils? Et là, alors, à la fois, c'est source d'étonnement, et à la fois, c'est des choses que j'avais lues par ailleurs, donc je m'en suis étonnée qu'à moitié. C'est-à-dire que, voilà, la méthode est encore très personnelle, basée sur... potentiellement, alors ce qui revient en premier, c'est disque dur externe personnel. Donc c'est la première source de stockage des données de recherche de... Oui, je vois les gens qui grimacent, effectivement. Voilà, parce qu'on se dit que c'est vulnérable, que c'est pas très sûr, même s'il y a des backups qui sont faits par ailleurs. En tout cas, ce qui revient en premier, c'est le disque dur externe personnel devant l'ordinateur privé. Donc les 2 premiers matériels informatiques qui sont utilisés, finalement, c'est du matériel perso. Et puis, on voit donc ordinateur professionnel pour les chercheurs qui en sont équipés. Les clouds privés du type Google Drive, Dropbox, OneDrive, on le voit en poupe. Ils sont très utilisés, beaucoup plus utilisés que les clouds institutionnels. Clé USB également, qui revient parmi... la clé USB moi j'en ai une dans ma poche, donc je pense que voilà. C'est quelque chose qu'on utilise tous. Après, il ne faut pas que ce soit la seule source de stockage, effectivement, mais voilà. Et puis, le constat principal, c'est de se dire que les outils institutionnels du type cloud institutionnel, je viens de le citer, serveur du labo, très grande infrastructure de recherche comme Humanum, serveur d'une autre institution ou serveur de l'université, c'est ce qui ferme la marche. Voilà. Et le corollaire de ça, on a également questionné les chercheurs pour savoir comment ils transféraient ou ils transmettaient leurs données à l'échelle de leur équipe projet. Quels étaient les outils de partage et de stockage
à l'échelle d'une équipe projet. Et là, ce qui ressort en premier, alors je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, c'est la messagerie. Alors on n'a pas précisé si c'était messagerie privée ou professionnelle, mais c'est la messagerie. Donc ils se transmettent les données par mail et par WeTransfer aussi, les services privés de transfert. C'est ce qui intervient en deuxième. Donc là, encore une fois, en termes de sécurité informatique, la messagerie, c'est ce qui est le plus vulnérable. C'est ce qui peut être le plus facilement attaqué. Et encore une fois, les outils institutionnels de partage sécurisé comme Renater, ShareDoc, Humanum, ou les outils internes propres aux établissements d'affiliation des répondants ferment la marche et sont très peu utilisés. Alors, c'est pas parce que les outils qui sont mis à disposition... Alors après, ça nécessite de creuser pour savoir pourquoi ils sont délaissés. Est-ce que c'est qu'ils sont inadéquats ou est-ce que c'est que les DSI ne communiquent pas assez sur ce qui existe? Ça, c'est un débat qui reste à trancher. C'est pas pour autant que les chercheurs n'ont pas de revendications à adresser auprès de leur tutelle et de leurs institutions. Donc ce qu'ils constatent dans un premier temps, et leur raisonnement est à mon sens assez logique, c'est de dire si les données sont des matériaux scientifiques d'intérêt public, qu'on est censé mettre à disposition de tous, et que ces données appartiennent à mon employeur. Dans ce cas-là, mon employeur doit me donner les moyens d'assurer un stockage viable et pérenne de mes données. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les échanges avec les chercheurs. La réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que on voit que les chercheurs bricolent avec ce qu'ils peuvent. Une chercheure en informatique qui nous dit ben, « Moi, pour pérenniser mes données, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser deux disques externes disposés à 2 endroits différents. » Voilà. Donc, le réflexe est bon, hein, mais elle le fait elle-même. Voilà. Elle ne compte pas sur les infrastructures de son labo. Et puis une chercheure en psychologie qui nous dit clairement, on est hors des clous de tout. J'ai des bases de données sur mon ordinateur que je ne devrais pas avoir. On est sur une hétérogénéité des pratiques. Donc surtout en psychologie, quand ils sont amenés à récolter des données de patients, de santé, etc. Et quand les protocoles ne sont pas respectés, mais pas parce qu'ils ne souhaitent pas le faire, mais parce qu'effectivement, ils estiment que leur université ne leur en donne pas les moyens. Et puis une demande qui émane aussi d'un chercheur de Lyon 3, qui très concrètement nous fait une suggestion et qui nous dit ben, nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir comment créer projet par projet un intranet sécurisé pour mes collègues externes à Lyon 3 et pour moi-même. Donc là, ça veut dire que s'il suggère ça, il estime que le cloud proposé par l'université ne lui permet pas, projet par projet, de partager comme il le souhaiterait ces données. Et puis, pour compléter, l'enjeu du stockage, il est intimement lié aussi à l'enjeu de la pérennisation. C'est-à-dire comment le chercheur peut avoir accès à ces données dans le temps. Ce dont on s'est rendu compte au fil des échanges avec eux, c'est que plusieurs problématiques émergent, dont la problématique à la fois de la perte de données et de l'absence de valorisation de données qu'ils souhaiteraient valoriser, mais dont ils ne trouvent pas les partenaires qui puissent assurer l'archivage dans le temps. Alors, sur la question des sauvegardes, un chercheur qui nous dit, moi, clairement, je ne suis pas sur des schémas de sauvegarde satisfaisants et j'ai déjà perdu des données que j'avais produites il y a une trentaine d'années qui m'auraient été bien utiles aujourd'hui. Un peu dans la même veine, un chercheur en histoire qui me dit, aujourd'hui, j'essaye de lire des données qui sont stockées sur des logiciels anciens. Je n'arrive pas à les lire. Or, ça m'aurait été bien utile pour mon prochain livre. Donc il y a le problème des formats informatiques, le problème des backups qui ne sont pas faits de manière régulière, et puis aussi un troisième pan, c'est la maintenance de sites web ou de bases de données. On a l'exemple de cette chercheuse dans un laboratoire en géographie, donc elle est en architecture et urbanisme, elle se présente comme chercheuse photographe. Elle dispose de... Alors, elle parle d'une base de données de plusieurs milliers de photos, voilà, donc qui porte sur l'agglomération lyonnaise et qu'elle aimerait à la fois sauvegarder et mettre en valeur. Donc, mettre en valeur, sans doute, à disposition du public. Et elle n'a pas forcément eu l'écoute et l'attention qu'elle aurait souhaité au sein de son labo. Et elle est en recherche justement de structures qui seraient susceptibles de pouvoir accueillir son fonds photographique. Et puis, on a l'exemple d'un chercheur en littérature qui nous dit, nous, on monte des sites web quand on a des projets. C'est pas très difficile, on prend un prestataire qui nous fait ça très bien. Sauf que dans le temps, on ne maintient pas bien les URL, les noms de domaine ne sont pas toujours renouvelés et nous cherchons une solution pérenne.
Voilà concrètement les problématiques qui nous ont été remontées par les chercheurs et les besoins qui sont formulés. Donc si je devais conclure, j'essaye de ne pas trop déborder, cette étude a été révélatrice à plus d'un titre, puisque on a pu récolter là, des données en l'occurrence qui sont parfois dissonantes, qui font ressortir certaines dissonances. C'est-à-dire, certains chercheurs, histoire, archéo, géographie, nous disent « nous, on a des données très volumineuses, c'est un gros souci ». D'autres qui nous disent « on n'a pas de données ». Les géographes qui nous disent « la réutilisation, c'est fondamental, c'est très utile ». D'autres qui nous disent « c'est complètement inopérant, je ne vois pas du tout comment je pourrais faire ça dans ma discipline ». Au niveau national, on dit ce qui compte, c'est la diffusion. Vraiment, il faut ouvrir 100% des données de recherche, ouverture par défaut. Eux, ils nous disent « non, nous, notre sujet, c'est le stockage ». Au niveau des sciences dures, on dit qu'il faut faire des données faire et ensuite aboutir à une meilleure réplicabilité ou reproductibilité de la science. Eux, ils nous disent, mais nous, on réfute le terme de données ou de résultats, nous, on fait des analyses, on produit de l'analyse théorique. Donc la réplicabilité, ça ne nous parle pas. Même chose sur la protection des données personnelles, application du RGPD d'un côté, eux nous disent, laissez-nous faire nos enquêtes de terrain comme bon nous semble. Voilà. Donc, comment gérer ça? Ce dont on se rend compte, c'est que l'un des risques de construire des politiques de gestion des données qui soient très standards, c'est d'avoir finalement des pratiques qui soient peu adaptées au SHS. Et le deuxième pendant de ça, c'est qu'au sein des SHS, si on applique la politique telle qu'elle est proposée aujourd'hui, on risque de s'adresser qu'à la communauté des humanités numériques. Et de laisser sur le carreau bon nombre de chercheurs. Donc, les propositions qui peuvent en émaner, mais ce sont des propositions à ce stade, et ça ne veut pas dire que dans mon établissement, on va le déployer, mais en tout cas, ce qui peut ressortir de cette enquête, c'est éviter de se concentrer exclusivement sur les PGD. Oui, il faut faire de l'accompagnement à la rédaction des PGD, mais il faut diversifier la palette de l'offre aussi, d'accompagnement. Mobiliser davantage les services informatiques, je sais que ce n'est pas toujours facile, soit pour communiquer autour des outils existants, soit pour les adapter quand ils ne correspondent pas forcément aux besoins des chercheurs. Et puis le troisième point, vous avez dû en entendre parler, donc les ateliers de la donnée qui ont été créés dans le cadre de RDG, qui sont labellisés au fil des vagues d'appels à projets qui sont menés. Il y a une quinzaine de sites qui ont été labellisés. Et c'est vrai que nous, à Lyon, on est en train de mener cette réflexion à l'heure actuelle, Lyon-Saint-Étienne d'ailleurs, sur ce bassin-là, en vue de créer un réseau pour améliorer justement nos pratiques et notre offre d'accompagnement à la gestion et l'ouverture des données des chercheurs qui sont sur notre site. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais un commentaire et une question. Mon commentaire, c'est lorsqu'on lit effectivement et qu'on commence à se plonger dans l'expertise et donc la pratique de la gestion des données, moi franchement j'ai eu les cheveux qui se sont dressés sur ma tête. On se dit c'est un métier et je ne serais pas capable de faire ça. Ça appelle des compétences que je n'ai pas et ça me semble donc impossible de pouvoir respecter les données du décret de décembre 2021. Voilà un peu la première réaction. Alors, vous avez mis en exergue effectivement les demandes des chercheurs. Apparemment, le plan de gestion de données n'apparaît pas, c'est peut-être parce que c'est des SHS. Je ne suis pas dans les SHS. Mais franchement, ça me semble insurmontable lorsqu'on va se renseigner sur la diversité des métiers, des expertises nécessaires à avoir un plan de gestion de données qui soit adéquat à votre discipline. Ça, c'était mon commentaire. La question, c'est on n'aborde jamais la péremption. Alors, si on se met à stocker des données qu'on aura identifiées pour qu'elles soient accessibles, franchement, moi, dans ma discipline, je ne suis pas sûre que des images que je génère et qui font les images, plus ça va, maintenant on faisait des couches, maintenant on fait des volumes, c'est des pétaoctets justement. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas décider au moment où on stocke la donnée, où on va la rendre faire, il ne faut pas dire elle sera disponible tant de temps parce que j'estime que dans 10 ans, ça sera complètement obsolète, ou même le format dans lequel j'ai généré l'image ne sera même plus ouvrable. Voilà. Et ça quand on lit les protocoles de gestion de données, c'est rarement mentionné ou pas du tout mentionné. Tout à fait. Alors, sur la problématique de l'archivage, quel tri des données opérer finalement? Que doit-on jeter? Que doit-on garder? C'est un peu ça le débat. Et c'est vrai que c'est difficile de fixer une date de péremption comme on le ferait sur une boîte de conserve. Puisque là, il faut faire
effectivement du cas par cas. Déjà, c'est sans doute le chercheur qui est le mieux placé pour savoir exactement quel est le type de données qui a sans doute une viabilité dans le temps. Le problème, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une date de péremption, parce que dans l'idéal, effectivement, tout ce que je génère, je garde et puis basta. Mais ça va devenir insupportable. Il y a le principe de réalité avec les baies de stockage qui ne sont pas infinies, la dimension de sobriété énergétique dont on parle de plus en plus, qui va aussi conditionner et obliger les chercheurs à faire certains choix. Après, c'est vrai qu'au niveau européen, dans les appels à projet Horizon Europe, souvent ce qu'on peut voir, c'est que la disponibilité des données qui est déclarée, en tout cas par les chercheurs qui font les PGD au niveau européen, souvent elle est de 10 ans. Voilà. Presque par convention. Nous, ce dont on s'est rendu compte dans l'étude, c'est que sur la fraction des chercheurs, donc les 30% qui quand même font l'effort d'avoir une politique d'archivage de leurs données froides, on leur a demandé, et dans ce cas-là, quelle est votre méthode? On garde tout. Voilà. Voilà. Mais là, je vous rejoins complètement et je pense que de toute façon, dans toute la chaîne de traitement de la donnée, il faut absolument inclure tous les acteurs qui sont concernés dans le pôle des archives, donc les archivistes des universités. Nous, on travaille aussi, on commence à travailler avec les archives départementales et le but, c'est d'avoir des experts qui puissent aussi guider les chercheurs, donner des bonnes pratiques. Encore une fois, c'est quand même aussi aux chercheurs à pouvoir développer sa propre grille d'analyse par rapport au type de données qu'il a. Et je pense que c'est intimement lié aux disciplines. Donc l'archiviste, il peut aider, donner des grands principes, mais ensuite, dans le détail, c'est beaucoup aux chercheurs, je pense, à élaborer sa propre stratégie d'archivage, finalement, avec une logique de laboratoire. Je pense que c'est quelque chose qui doit être établi à l'échelle du laboratoire. Ça. D'autres commentaires, questions? Un commentaire qui est en face à des PGD dans les domaines qui ne sont pas des SHS, on se dit un peu la même chose, c'est pas fait pour nous. Ah. Donc c'est pas concept pour nous. Et c'est dans quelle discipline notamment? En informatique, choses comme ça. D'accord. Ouais. Et pour rebondir sur le stockage, je ne sais pas la taille des données dont on parle, mais voilà, là j'ai le chiffre sous les yeux, mais sur YouTube, il est envoyé chaque minute, je sais combien, 500 heures de vidéo. Donc je pense que toutes les données qu'on peut recueillir à la main ou par des sondages, il n'y a pas de raison de les jeter. Même pour le climat. oui, j'ai bien. Pour rebondir aussi sur l'archivage et la sauvegarde de telle ou telle donnée, moi c'est un chercheur, s'il a tout archivé parce qu'il ne va pas avoir la vue et l'anticipation de quel jeu de données dans son set complet va être réutilisable dans l'ensemble de nouveau dans 10 ou 20 ans. Si on commence à tailler les données de l'archivage, on risque de perdre l'essence qui est conservée dans la donnée brute. Par essence, le design est fait pour minimiser la quantité d'informations collectées et maximiser sa pertinence. Après, il y a aussi un principe de réalité sur les données numériques. Jusqu'à quand sont-elles lisibles dans le temps, hein? Avec les changements d'environnement informatique, de système d'exploitation, il y a aussi quand même ce critère qui, objectivement, doit être pris en compte. Sur l'archivage numérique, il y a encore des problèmes, quoi. On peut archiver une donnée, mais est-ce qu'on peut la lire dans 50 ans? Ouais. Et ça, il y a des supports académiques pour redévelopper des solutions et réouvrir des contenus. Il y a l'opérateur national, le CINES, mais qui accepte en fait toute une série de formats informatiques et pour lesquels il s'engage à ce qu'il y ait une lisibilité dans le temps. Voilà, mais ça ne concerne pas tous les formats. C'est pour ça que dans les données FAIR, on pousse de plus en plus les chercheurs à utiliser des formats interopérables quand il y en a dans leur discipline. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai une question qui m'a appelé. Qu'est-ce qu'une donnée en mathématiques? Ouais, bah ça, je te retourne la question, non, mais... Philippe. J'ai deux collègues mathématiciennes, et je ne sais pas si vous avez des réponses. Il y a différents types de données. Il y a des données numériques, par exemple en statistique, oui. partie des mathématiques. Et après, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt des articles. Oui. Et voilà. Voilà. Ouais, des articles, bien sûr, mais qui théoriquement ne font pas partie de la donnée. Quoi. Oui. C'est une obligation. Et les codes aussi qui sont
Parce qu'on a souvent dissocié des données. Oui. Très bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être clore la matinée. Merci beaucoup, Marelle.